arranger, je vais en faire des erreurs. Ouais. Donc, voilà. Et oui, c'est marrant que tu parles de ça aussi, de l'EDL. Parce que l'EDL, en fait, c'est juste Edit Decision List. C'est un fichier texte qu'on peut ouvrir avec le Notepad. Et en fait, à l'intérieur, c'est juste marqué de tel timecode à tel timecode, il y a telle archive et on a pris tel morceau de l'archive. Donc l'EDL, en fait, permet notamment, parce que c'est un peu une sorte de moyen détourné, on va dire, mais l'EDL, en fait, permet de dire, voilà, on a pris tant de Getty, on a pris tant de INA, on a pris tant, etc., etc. Et le documentaliste ou la documentaliste derrière va dire, ok, ça va coûter tant, je peux m'enseigner, machin, blablabla. Et puis le producteur dit, on y va pas. Ce qui est marrant, ça me permet de lancer un petit pic, parce que j'aime bien, c'est que lorsque Final Cut Pro 10 est sorti, ils n'ont pas mis cet export d'EDL. Je dis ça parce que j'ai vu un documentaire et j'ai eu une conversation la semaine dernière encore sur Final Cut Pro 10 en disant que les gens n'ont pas compris Final Cut Pro quand il est sorti. Je persiste à dire que c'est pas qu'on l'a pas compris, il n'était pas fini le logiciel. En fait, c'est le souci, c'est qu'on l'a compris en fait. C'est que le problème, c'est que quand moi vraiment day one, je l'achète pour pouvoir l'utiliser. Quand je me rends compte qu'il n'y a pas d'export EDL, ça veut dire pas de confo, quand on est obligé de passer par un XML qui est l'XML2, qui est un truc particulier qu'aucun autre soft à l'époque ne prenait, on se dit attends, il va falloir qu'on crée nous-mêmes, et moi je programme, donc je peux le faire, mais ça veut dire qu'attends, on passe d'un truc où ça se faisait en 3 secondes, il va falloir que je crée un script pour pouvoir extraire du XML les données, tout le bazar, enfin un enfer quoi. Ce qui fait que il y avait le souci aussi avec les quand Final Cut est sorti, c'est que je crois qu'on pouvait même pas sortir d'OMF ou d'AF avec. Il y avait aussi ça. Hein. Non, tu pouvais sortir. Enfin, tu sortais ton XML et puis basta quoi. Enfin, de toute façon, c'était la question, c'était de dire, je veux sortir pour le mix, pour Pro Tools. On te répondait pourquoi faire. Qui mixe aujourd'hui ? Qui mixe on est 2-3 à mixer. C'est-à-dire que qui mixe, sous-entendu, qui mixe en dehors, qui mixe sur Pro Tools, etc. Donc voilà, Final Cut Pro 10, c'est aujourd'hui un très bon soft, je pense. Mais l'EDL, qui est vraiment un truc très archaïque, parce que ça date des bandes, hein, c'est vraiment un vieux machin, le truc. Ça reste encore quelque chose d'actualité qui existe en Premiere. Vous pouvez regarder, vous pouvez faire fichier, export, et vous avez EDL. Et vous pouvez exporter et lire le fichier avec le Notepad ou avec TextEdit si vous êtes sur Mac. Et vous allez voir, en fait, la liste des points de montage que vous avez fait. Et c'est, entre guillemets, universel. Il y a plusieurs, on va dire, saveurs d'EDL. Et celui-là universel. Aujourd'hui, d'ailleurs, le XML de Final Cut Pro 10 est parfaitement pris par la plupart des softs, je pense. Si ce n'est Avid, mais bon, Avid... c'est un peu à part. Voilà, c'est un peu à part. Mais il est bien, mais il est un peu spécial, Avid, on va dire. Donc, et d'ailleurs, justement, je voulais rebondir là-dessus, parce que toi, tu disais que tu bossais à distance et sur Premiere. Moi, c'est quelque chose, quand justement j'ai appris ça m'a fait un peu bizarre. Pourquoi ? Juste pour resituer pour les personnes qui nous écoutent, c'est que, comme je disais tout à l'heure, Avid, ça reste le mastodonte. C'est-à-dire que généralement, les gens bossent soit dans les boîtes de prod, donc celles qui payent le documentaire, soit chez un prestataire comme moi. On loue une salle et puis il y a une équipe technique qui s'occupe de faire en sorte que tout se passe bien. Comme ça, le réalisateur peut se déplacer chez le prestataire ou dans la boîte de prod, il y a une vraie salle, etc., etc. Je serais curieux de savoir comment tu as réussi, toi, à dire au producteur, finalement, je vais bosser de chez moi. Parce que typiquement, moi, je prends l'exemple d'un documentaire type, il y a quasiment systématiquement le réalisateur qui est à côté pour dire, parce que quand tu reçois une 60aine d'heures de rush, il faut quand même se dire, attends, par quoi je commence, c'est quoi le sujet, parce que tu connais pas le sujet, quoi. Quand tu fais un truc sur la Dordogne, bon, c'est sympa, mais tu reconnais pas forcément tous les monuments. Donc c'est bien d'avoir un réalisateur qui te dit on va commencer par ça, par ça, par ça, par ça, et après le monteur fait son taf. Toi, t'as le monteur qui vient t'as le réalisateur qui vient chez toi. Comment est-ce que tu as réussi à faire en sorte de travailler chez toi ? Et en plus de ça, surtout, c'est comment tu as réussi à dire ok, je bosse sur Premiere. Parce que moi, il y a beaucoup de producteurs. À l'époque, déjà que Final Cut, c'était très compliqué. Moi, Final Cut Pro 7, ça a été vraiment mon soft préféré de montage. Mais il y a beaucoup de producteurs qui ne voulaient pas en entendre parler, ni de ça, ni de Premiere. Donc, je serais assez curieux de savoir comment tu as réussi, en fait, à faire en sorte en télé, en tout cas, d'être un peu un ovni, dans le documentaire, en tout cas, etc., pour se dire, OK, je vais imposer Premiere. Et d'ailleurs, est-ce que le réalisateur vient chez toi aussi, d'ailleurs ? Alors, oui.
Je vais commencer par la dernière question parce que ça va me permettre de remonter sur les autres. Moi, j'ai une installation, là, je suis dans mon sous-sol. En fait, j'ai une salle de 25 mètres carrés qui est très confortable. C'est une vraie salle de montage. On peut travailler à deux trois personnes dedans. J'ai un second bureau pour les fois où de temps en temps, j'ai des producteurs qui passent à la maison. Après, il se trouve que je bosse depuis longtemps en prod. Donc, les gens avec qui je bosse, bah, ils me connaissent. Donc, déjà, ça permet de s'autoriser des choses. C'est-à-dire que je suis pas juste un monteur qui monte de chez lui, on lui envoie les trucs et puis on espère qu'il y aura pas de boulettes, tu vois. Ils ont l'habitude de bosser avec moi, donc ils savent que je suis très soigneux sur tout ce que je fais vachement attention et qu'au final, je suis autonome. J'ai pas besoin d'assistance s'il y en a pas. Je prépare tout ce qu'il faut quand ça doit partir au mix. On a déjà des habitudes de travail, donc du coup, on ouvre cette porte-là facilement. La deuxième chose, c'est que par exemple sur le film de Saint-Malo, c'est un cas particulier en plus, c'est que le réalisateur, il habite à Lyon. Et le film, on a commencé à le monter au mois d'août, donc c'était pendant les vacances. Lui, il a ses enfants, donc du coup, d'habitude, quand il est en prod, il vient sur Paris. Mais là, c'était pas pratique pour lui. Donc du coup, on a essayé de trouver une solution pour travailler à distance. Et en fait, on a travaillé à partir de Discord. Ça veut dire qu'en fait, on était en visio, là, comme là, en permanence, en partage d'écran. Et il voyait ma timeline et on a travaillé comme ça sur l'intégralité du film. C'est-à-dire qu'il est jamais venu en salle de montage avec moi. Mais par contre, on a travaillé ensemble tous les jours parce qu'en plus, il y a plusieurs types de réalisateurs. Tu sais, t'as ceux qui ont presque la main sur la souris à ta place tellement ils veulent être dans la timeline. Et puis t'as ceux qui t'envoient des trucs, des documents et puis qui partent tourner un autre film à Mexico et puis qui de temps en temps demande un export pour valider des trucs, tu vois. Et donc là, lui, c'était plutôt le mec, il veut être en salle de montage à côté de toi, tu vois. Donc on a simulé ça, tu vois, sans la présence humaine. Et en fait, ça s'est super bien passé parce que déjà d'une part, on a réussi à bien travailler, à pas avoir de problèmes techniques, à travailler vite, à être efficace. Mais en plus de ça, on réussit à faire un film où il n'y a pas de modif, donc on a quand même bien, on a bien fait notre boulot, quoi. On a réussi à bien faire notre boulot. Et pour revenir sur le comment je fais pour imposer de travailler sur Premiere, par exemple, bah c'est aussi parce que il y a de plus en plus de boîtes de prod qui bossent exclusivement sur Premiere. Donc pour elles, le logiciel de référence, c'est Premiere. Donc si je travaille sur Premiere, c'est facile pour eux de récupérer le projet. Ça veut dire que, en général, ce qu'ils font, c'est qu'ils m'envoient un coursier avec un disque dur, tu vois. Moi, le disque dur, je duplique tout ce qu'il y a dedans, je le mets dans un disque en interne. Comme ça me permet d'avoir une copie en cas d'incendie, en cas de... on sait jamais. Et je travaille sur mon disque interne. Une fois que j'ai terminé, que le projet il est validé, je duplique le contenu de mon disque interne dans le disque dur qu'ils m'avaient envoyé. Et je leur renvoie ce disque. Et eux, ils n'ont plus qu'à le brancher, ils allument, ils ont le projet. Donc c'est aussi un gain de temps pour eux, le fait que je sois sur Premiere, parce qu'ils le sont déjà. Il y a de toute façon, on l'a abordé sans vraiment le dire, mais actuellement en prod, il y a deux logiciels, il y a Avid et Premiere. Et un peu DaVinci, parce que DaVinci est utilisé pour l'étalonnage. Mais en montage, je sais pas si chez toi vous faites des montages dessus, mais c'est très rare. Ouais, en montage, moi, on est sur plus de 200 projets cette année. Il y en a 2 qui ont été montés sur DaVinci. Ouais, donc c'est pas grand-chose. Et on est sur presque 50 projets Premiere.